à la cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. On se retrouve avec à la cantorade et nous recevons aujourd'hui un pianiste distingué. Bonjour André d'abord. Bonjour jeune homme. Qui s'appelle Charles Gruson. Et donc Charles officie dans la région de Guichen et il nous a fait un petit exposé très intéressant à l'école de musique, à Musicole à Guichen, sur la présentation du piano, sur son histoire, sur la technique, sur comment il marche, etc., etc. Et il nous a joué aussi quelques petits morceaux. On a voulu amener un grand piano ici à Radio Laser, mais on a un problème de place. Donc peut-être qu'on vous diffusera du Vivaldi ou du Mozart, enfin je sais pas. On demandera à notre invité de nous choisir un morceau que vous entendrez sur l'antenne de Radio Laser. Il nous apparaît donc judicieux de consacrer ces chroniques-là. Comment fonctionne un piano ? On verra aussi ses origines. Comment, peut-être qu'il pourra nous éclairer, Charles, sur l'apprentissage du piano, comment on acquérir les bases, comment choisir un piano, comment on l'entretient, quel genre de répertoire peut-on aborder avec quel type de piano ou pas, etc., etc. Peut-être tu aurais quelque chose à ajouter avant qu'on va pas devancer, bien sûr. Non, ensemble. Mais effectivement, on peut se poser quelques questions, notamment sur ce fameux piano forte. Voilà, que veut dire piano ici, que veut dire forte, par exemple. Intéressant, donc faire une rétrospective. Mais il y a aussi la question donc de savoir si le piano est un simple objet ou un peu plus. D'accord. C'est-à-dire que le rapport au piano est-il simplement un rapport de frappeur sur des touches ou est-ce autre chose? Enfin bref, des tas de questions concrètes qui permettent de distinguer notamment la question du réglage du piano et la question de l'accord. Tout ça, ça va être vu. Ça s'appelle l'harmonie en gros. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Alors tout d'abord... on va présenter d'abord Charles, un peu son histoire. Qu'est-ce qui peut amener à vouloir se lancer dans une carrière en rapport avec le piano, Charles ? Pour ma part, c'est une passion qui est née assez tôt. Amoureux de la musique, mais déjà de l'écoute. D'abord, l'écoute en priorité. Mais de l'écoute avec aussi ce côté musical, la structure de la musique. Pas simplement entendre des paroles et des sons, c'est vraiment se concentrer sur cet instrument-là dans chaque morceau qu'on puisse écouter. Mais pourquoi cet instrument-là ? Ça aurait pu être la guitare, ça aurait pu être le tambour, je ne sais pas. Ça aurait pu, mais je pense qu'au fait, c'était l'instrument qui m'éveillait le plus de curiosité. Et c'était aussi l'instrument qui était principal dans les répertoires que j'écoutais. Vous écoutiez quoi comme répertoire ? Plutôt de la variété, finalement. Vous étiez ado, c'est ça ? J'étais plus qu'ado, j'étais jeune enfant, là. D'accord. J'étais jeune enfant. À l'époque, la musique n'était pas disponible comme aujourd'hui, donc c'était sur des cassettes. Oui, tout à fait. C'était sur des cassettes. Les vinyles n'étaient pas plus à la mode. On était tous passés, mine de rien, au compact, au disque compact. Et donc, principalement, du répertoire de variété. D'accord. Et un peu de classique. Oui, juste un complément. J'imagine que là-dedans, l'oreille doit jouer un grand rôle. Oui. Mais au fait, l'oreille se développe après, finalement. Oui, mais pour les attaches, si j'ose dire, il faut savoir distinguer les sons, les hauteurs, etc. Oui. C'est un peu naturel, ça, non ? Je pense que ça s'éduque. Ça s'éduque, mais comme les muscles. Il faut qu'il y ait exactement. Une base. Alors, il ne faut pas être sourd. C'est la base. D'accord. Donc, oui, de toute façon, c'est un peu comme la voix, peut-être. L'oreille va se maturer, en quelque sorte, avec l'âge, chez l'adolescent notamment.
Il n'y a pas de mue de l'oreille. Il n'y a pas de mue de l'oreille, non. Non, vraiment, c'est... Non, mais je me pose la question. Oui, mais justement, la voix, il y a des mues. Non, je pense ça, je sais. Oui. Mais je parle pour l'oreille. Après, je parle pour ma situation. Ma situation, c'est que je me suis vraiment attaché très fortement à des artistes de variété, tels que Ray Charles, ou tels que, même dans la variété française, tels que du Michel Berger, ou ce genre de choses. C'était pas la personnalité de l'artiste, c'était simplement... Ça aide, mine de rien. Ça aide à s'attacher à un personnage. Ray Charles, comme variété, c'est quand même pas mal. Et Berger aussi, comme formation musicale, c'est pas mal aussi. Ouais. Donc ça produit autre chose que la simple variété. C'est surtout, voilà, on arrive à s'attacher à ce personnage et du coup à vouloir comprendre comment fonctionne son son, comment fonctionne son piano, vraiment, étant donné que c'est l'instrument principal. Finalement, Charles, en ce qui vous concerne, il n'y a pas eu vraiment de déclic, c'est quelque chose de progressif, ça n'a pas été d'un coup, je veux faire ça, non? Oui. La pratique de l'instrument est venue un peu par la passion de ces différents artistes, et donc du coup, il s'avère que j'ai aussi un frère aîné, qui lui a pris quelques cours de piano. Donc j'ai un frère aîné qui a 6 ans de plus que moi, donc, ce qui est quand même assez important comme écart. Et lui pratiquait de manière très scolaire, avec le solfège, etc. À la maison. À la maison. Peut-être que déjà, le fait que lui fasse du piano a été un élément inducteur, en quelque sorte. On a parlé de l'oreille tout à l'heure, mais quand on a ce son-là à la maison, c'est pas la même chose que quand... Alors, on n'était pas sur des pianos acoustiques. Mais peu importe. On était sur des instruments de qualité assez médiocre, numérique, des années 90, qui est une autre époque pour le numérique. Et après, c'est surtout l'influence du grand frère, en effet, de vouloir faire comme son grand frère. C'est le fait que ce soit le grand frère. Oui, exactement. En bref, il aurait fait j'en sais rien, du cerf-volant. Peut-être que vous auriez suivi le mouvement, là, non? Je ne pense pas. Il fallait que ce soit en rapport avec le son. Il fallait que ça soit, mine de rien, en rapport avec la musique. Oui. Il fallait que ça soit en rapport avec la musique. Donc, alors, à partir de quel moment vous vous êtes dit, je suis intéressé, mais je veux effectivement en faire une activité pour le futur, pour moi? C'est venu beaucoup plus tard. La pratique de l'instrument, en tant que pianiste amateur, m'a accompagné tout au long de ma scolarité, de mon enfance et de mon adolescence. Il s'avère que, adolescent, j'ai eu des petits aléas de santé qui m'ont obligé à être un peu déscolarisé, donc à me retrouver un peu isolé. Rester à la maison. Exactement, à ne pas pouvoir profiter de mes compagnons, de mes camarades. Ouais. Et je vivais dans un endroit très isolé, donc Doublement isolé. Doublement isolé, donc je me retrouvais vraiment seul dans une maison où il y avait soit la télé, l'ordinateur ou le piano. D'accord. C'était un peu les occupations. Il aurait fallu que je rattrape peut-être un peu plus mes cours, mais... Et finalement, je me consacrais plus de temps au piano qu'aux autres activités. Ouais, par contre, vous faisiez votre scolarité à la maison, c'est ça? J'ai eu une période de scolarité à la maison. C'est ça. Avec les professeurs. Avec quelques professeurs qui se déplaçaient. Ça n'a pas été une période très fructueuse pour la scolarité, je vous avouerai. D'accord. C'était en Bretagne? Non, je suis champenois d'origine. Ah d'accord. Voilà, il y a des bulles dans l'air. Exactement. Dans la région, il y a beaucoup de bulles. Et donc... à la suite de ça, vous avez voulu suivre une formation, faire, pas le conservatoire, mais suivre une formation adaptée au piano? Alors, il s'avère que j'ai plutôt pratiqué en autodidacte que de manière très scolaire. Donc, il s'avère que, étant un mauvais élève de formation, je n'ai jamais... De formation. Je n'ai jamais réussi à apprendre le solfège. D'accord. Donc, je ne sais pas lire la musique. Ce qui est une particularité un peu dans ma profession. Comment, Charles, vous expliqueriez pourquoi vous n'arrivez pas à... Vous avez eu du mal, en tous les cas, vous n'avez pas, en tous les cas, le côté scolaire. Solfège. Je pense que c'est une impatience. La pratique du solfège, d'autant plus encore à mon époque, dans les années 90-2000, on n'était peut-être pas non plus à une pédagogie très ouverte. Trop rébarbatif. Et oui, c'était du solfège un peu rébarbatif pour apprendre des morceaux pas très passionnants, pour nous apprendre des bases qui certes sont très intéressantes, qu'on
comprend à quoi elles servent. Mais c'est un peu comme les mathématiques. Si on vous apprend juste le cosinus sans vous expliquer à quoi il sert, c'est très rébarbatif. Donc, moi, je voulais pratiquer. Faut y mettre les mains. Voilà, faut y mettre les mains. Et je pense qu'il y a un côté, le côté autodidacte, c'est pas un côté feignant, c'est un côté, on a besoin d'apprendre en pratiquant réellement. On appelle la praxis, André, un peu, oui. Oui, l'action. Oui, l'action. L'action, praxis, action. D'accord. Donc, en autodidacte, vous êtes allé chercher les informations vous-même ou on vous les a amenées, vous les avez suscitées? Alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas bien appris mon solfège, voire quasiment pas, mais j'ai quand même côtoyé une professeure de piano et un professeur ensuite. Donc, il y a eu un enseignement. Il y a eu une sorte d'enseignement, je dirais plutôt un accompagnement, plus qu'un enseignement. Ben, c'est ça l'enseignement aussi. C'est vrai, mais c'est pas en fait, j'ai pratiqué donc avec une vieille dame qui ça m'a pas ouvert l'esprit musical, et un peu plus tard, plutôt adolescent, j'ai été accompagné par quelqu'un qui faisait par exemple du bal musette, qui faisait du baluche, on va dire, au piano, qui accompagnait des orchestres, et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant d'être avec quelqu'un qui pratique de la musique pour divertir plutôt que quelqu'un qui pratique juste pour apprendre une technicité. Donc Charles, il venait chez vous? Non, j'allais chez lui et il vous montrait... Il m'apprenait des morceaux déjà un peu plus passionnants, des musiques de films, ce genre de répertoire. Sans référence au solfège du tout. Alors, il m'amenait des partitions. Alors, oui. Je me faisais un énorme effort, non pas pour déchiffrer, mais pour enregistrer mes doigts, au fait. C'est une formule un peu bizarre, mais il s'avère que moi, ma mémoire des musiques vient du clavier. J'ai la mémoire des doigts. Corporelle. Exactement, j'ai la mémoire corporelle. Et donc, il s'avère que lors du déchiffrage qui était fastidieux, vraiment, je mets 3 jours à déchiffrer au clair de la lune quand il est écrit sur partition, alors qu'à l'écoute, j'enregistre beaucoup plus vite. D'accord. Donc, quand on me donnait des musiques de film, je trichais un petit peu, déjà en écoutant la musique de film. Vous l'écoutiez plusieurs fois. Exactement, ce qui m'aidait énormément dans le déchiffrage. Puis, j'observais les doigts de mon professeur. Vous le filmiez? Non, il n'y avait pas ces technologies à l'époque. Il n'y avait pas de petite caméra non, quoi que ce soit là. Oui. Non, mais j'enregistrais ses positions de doigts et j'enregistrais les effets sonores parce que c'était généralement des retranscriptions en piano, donc c'était des morceaux soit simplifiés, soit retravaillés au niveau des enchaînements harmoniques. Oui. Et j'enregistrais ces positions de doigts et par la suite, à la suite du cours, je repratiquais le morceau mais sans partition, de mémoire, et j'improvisais sur le morceau, je l'adaptais pour qu'il soit plus facile, soit qu'il fasse les effets sonores que je préférais. Vous êtes en train de décrire d'une certaine manière ce qu'on pourrait appeler l'art total, dans la mesure où c'est la totalité du corps, de l'esprit, tout ça qui fonctionne, les yeux, les mains, les pieds, enfin que sais-je, les bras, le regard sur le joueur, enfin l'art total, la totalité de soi. J'aurais pas cette cette prétention. Si. L'art total, je pense. Ou c'est la totalité de la personne qui est dedans. Après, je pense que finalement, pour toute activité, il y a de l'art total. Mais oui, on est d'accord. C'est comment vous le ressentiez. Vous sentiez que vous participiez totalement à cela, quoi. C'est ça. Je me moulais à ce que je trouvais le plus simple pour moi. D'accord. Je pense que quelqu'un qui travaille beaucoup plus, alors par exemple pour des morceaux beaucoup plus savants comme de la musique classique, un peu technique comme du Bach, du Chopin ou ce genre de répertoire, là il faut être beaucoup plus total parce que là c'est vraiment des sportifs de haut niveau. Oui, sauf qu'il faut faire une description qui est plus intellectuelle dans un premier temps. Dans un deuxième temps, mais il faut lire. Est-ce qu'on a besoin de solfège pour jouer du Mozart? Non, il faut une oreille. Alors, maintenant, avec mon expérience, je vous dirais, je côtoie des pianistes professionnels qui sont à des années-lumière au niveau pianistique de moi. Et donc, je vois la différence de quelqu'un qui a eu une formation, qui a bûché, qui a vraiment travaillé avec une formation académique et qui s'est passé des années d'expérience. Et même si moi, j'ai eu des années d'expérience et des heures de pratique aussi, mais
finalement d'amusement, en tout cas de loisir. Eux, ça a été du travail. Et pour bien jouer un Mozart, pour bien le jouer comme vous voulez, le faire sortir, faire sonner, il faut, à mon avis, une formation académique. D'accord. Moi, je ne serais incapable de vous jouer dignement un Mozart ou dignement n'importe quelle petite comptine classique. Par contre, pour ce qui est de l'improvisation, pour ce qui est de l'amusement, du loisir, là, je pense qu'en effet, on peut juste prendre plaisir à pratiquer, à faire sonner son morceau avec un niveau beaucoup plus faible. Penser à Jacques Loussier. Pour proposer de l'harmonisation, pour proposer d'accorder des pianos, pour pouvoir conseiller, etc., pour l'achat d'un piano. Donc, vous n'avez été qu'autodidacte, vous n'avez pas suivi une formation dans une école, quelque chose comme ça? Alors, pour devenir accordeur de piano, technicien de piano, parce que c'est le nom de mon diplôme, il s'avère qu'il y a une école en France. Une seule? Et je crois au Mans. Exactement, au Mans, qui s'appelle l'ITEM, l'Institut technologique européen des métiers de la musique, qui à l'époque était sur fonds européens, donc c'était public. Oui. Je crois que c'est repassé en privé. École privée, c'est statut privé aujourd'hui. Oui, c'est statut privé aujourd'hui. Mais je crois que c'était statut privé dès le début. Alors, à l'origine, l'école était située à Alès, dans les locaux d'une usine de piano française qui s'appelait Rameau. Et c'était pour pallier le manque de techniciens, en tout cas le manque de formation pour les techniciens accordeurs de piano, que cette école s'était fondée dans les années 80. Oui. Là où a commencé aussi, dans certaines régions de France, des budgets accordés pour créer des écoles de musique, exactement, etc. Et donc, vous avez choisi de faire une formation d'accordeur de piano en vous disant « je ne pourrais pas faire des bals musettes » ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous amenait à ne pas... L'amour du piano. Vous auriez pu vous dire « moi, je préfère faire des pianos-bars pour gagner ma vie, comme ça, etc. Ça peut être super. » Et puis finalement, vous dites « non, je vais faire accordeur de piano. » Alors, étant le seul musicien, avec mon frère qui a eu une petite expérience musicale, mais elle s'est vite arrêtée, étant le seul musicien de la famille, on n'avait pas trop de notion, surtout dans ma campagne perdue, des débouchés d'un musicien. Et quand vient l'âge de s'orienter, vers 14, 15, 16 ans, qu'il faut commencer à réfléchir un peu à son avenir, ce qui est d'ailleurs très tôt, je trouve, quand on commence à dire « je veux faire de la musique », les parents angoissent. Surtout, encore une fois, je n'ai pas de formation scolaire. Je n'ai pas eu de diplôme dans une école de musique. Donc le seul débouché pour des parents qui disent « il te faut un diplôme quand même », c'est de se dire... Négociable sur le marché. Voilà, négociable sur le marché. Le seul diplôme d'État pour la musique, finalement, c'est dans les conservatoires, pour les pratiquants de musique. Et il s'avère que, étant en Champagne, il y avait un bac qui s'appelait à l'époque le bac F11, qui aujourd'hui a été rebaptisé le bac musique, et qui propose donc une formation en alternance, on va dire. Le matin, ça serait des cours généraux, donc français, maths, anglais et tout le tout team, pour ensuite passer l'après-midi, basculer sur la pratique instrumentale en conservatoire. Donc vous alliez en conservatoire. Alors non, j'ai essayé de rentrer pour ce bac-là. Et quand ils ont vu mon niveau de déchiffrage, ils m'ont dit « Monsieur, c'est pas la peine de rester ». Et ils ont eu raison d'ailleurs. Grand heureusement pour moi, ils ont eu raison parce que je pense que la formation ne m'aurait pas convenu. Ils m'ont dit « Vous jouez très bien ». J'ai proposé un morceau de classique du Haydn, une sonate de Haydn. Ils m'ont dit « Vous avez compris le morceau, vous l'avez bien fait chanter, il n'y a pas de souci ». Et la deuxième épreuve était déchiffrage et j'ai pas déchiffré la première mesure. Donc l'expérience s'est arrêtée là. D'accord. Donc alors... Et donc, du coup, il s'avère que moi, j'étais quand même un peu obstiné et c'est pas ça qui m'a fait renoncer à l'idée de passer ma vie, mes journées près du piano. Et je ne savais pas qu'il y avait une école pour devenir accordeur de piano. Pour moi, c'était un métier obscur qui devait se transmettre de père en fils. Donc là, vous aviez 16 ans. J'avais 16 ans et j'ai une maman qui a fait une recherche sur Internet et qui a découvert qu'il existait cette formation. Et cette formation nécessitait simplement un brevet des collèges et, comme tout apprentissage, trouver un contrat en alternance. Ah ouais. Ça a changé depuis, je crois. Je ne crois pas. Je suis pas sûr. Je crois que, oui, pour entrer au brevet des collèges,
niveau, mais après, il passe à je ne sais plus quoi. Alors, lycée... Donc, vous aviez le brevet des collèges, et ensuite, vous avez fait de l'alternance, c'est ça? Exactement. Du coup, j'ai trouvé un maître d'apprentissage. Et alors, dans l'alternance, vous faisiez... Alors, c'était le matin, c'était... Alors non, l'alternance, étant donné que l'école professionnelle est au Mans, et que nos employeurs ne sont pas dans la région du Mans, on venait de toute la France, vraiment. Donc du coup, le rythme, c'était plutôt 2 mois en entreprise et 2 semaines en école. D'accord. Voilà. Et l'école, c'était de la théorie Alors, n'ayant pas mon baccalauréat, je devais également repasser les matières générales. Et donc, ça représentait peut-être 2 jours sur les 2 semaines. Et ensuite, c'était en effet de la technique. Quand vous étiez en entreprise, vous étiez chez un accordeur, quoi. Alors, dans la première entreprise où j'étais dans un gigantesque magasin. Un supermarché du piano, j'appelle ça. Un magasin qui avait... Il y en a à Rennes, dans ce genre. Là, c'était plus gros que ça. C'était plus gros que ça. C'était un magasin... À l'échelle régionale. Oui, dans la région parisienne, qui vendait jusqu'à... Je crois que les bons week-ends, ils vendaient jusqu'à 38 ou 42 pianos. Dans un week-end. C'était gigantesque. C'était commandé de toute la France. Oui, c'était ça. Et puis, bon, il y avait plus de 500 pianos en exposition. C'était dans des hangars gigantesques. Voilà, c'était de l'usine. Mais là, vous appreniez pas vraiment à accorder un piano? Alors, c'était des entreprises, c'est pas pour les dénigrer, mais elles sont pas dans la même optique qu'un apprenti accordeur qui veut apprendre un métier de passion et d'artisanat, etc. Là, on est dans des entreprises qui font du business, qui font de la vente, et qui le font bien. Et donc, du coup, leur objectif, c'est, en ayant des apprentis, finalement, c'est un peu de la main-d'œuvre pas chère. Et oui. Là comme ailleurs. Donc, ce sont des apprentis qui sont là pour diriger les clients les week-ends quand il y en a beaucoup, en leur distillant les 3-4 notions qu'on a eu le temps d'apprendre. Et le reste de la semaine, du coup, on est un peu libre. Donc, le reste de la semaine, on est plutôt libre déjà de préparer les pianos qui ont été vendus, donc déjà de les préparer esthétiquement, donc de bien les nettoyer, de bien les faire polir, que ça soit vraiment joli, de monter les banquettes, de préparer tout ce qu'il faut pour les transporteurs. Et ensuite, c'est vrai qu'on avait du temps libre. Donc, on avait des employeurs, du coup, qui n'étaient pas trop regardants et qui nous laissaient faire un peu ce qu'on voulait. D'accord. Donc, on pouvait se diriger vers la préparation mécanique des pianos, l'accordage. Oui, donc c'était quand même intéressant, ça aussi. C'était intéressant pour celui qui se prenait en main. Oui. C'était pas accompagné. C'était pas accompagné. Une relative autonomie. C'était très autonome. Et malheureusement, les accordeurs qui étaient censés être nos maîtres d'apprentis, eux, partaient en clientèle sans nous. D'accord. Donc, du coup, on était un peu libre. Donc, c'était très intéressant d'avoir vu votre histoire, votre déclic, les déclics, finalement. Enfin, il y en avait un, le centre d'intérêt. On vous remercie beaucoup, Charles Cruson, là, pour cette première chronique. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, André, pour tes remarques, comme d'habitude, judicieuses. C'est flatteur, ça. Oui, alors je vais arrêter, je dirai pas plus. Merci Charles, en tout cas, merci beaucoup Charles Cruson. De rien, merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, écoutez de la musique, c'est quand même intéressant. Et portez-vous bien. Et ça aussi, on vous le dit souvent d'ailleurs. Au revoir, à la semaine prochaine, bon week-end.